Faut-il garder mamie à la maison? On continue d'en parler avec nos deux invités. Pascal Chambert, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez des associations d'aide à domicile et des résidences pour seniors. Et puis vous présidez également l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et Anne-Sophie Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aide médico-psychologique. On se souvient de votre combat dans une maison de retraite. C'était à Foucheran, dans le Jura, 117 jours de grève. Et vous venez de publier un livre, EHPAD, une honte française. Anne-Sophie Pelletier, vous trouvez honteuse la façon dont la France traite ses anciens? Ah, mais complètement. Complètement, parce que je pense que ce sont les grands oubliés de la République. Nos aînés sont soit au domicile, soit en EHPAD. Particulièrement malmenés par manque de moyens humains et par manque de personnel aussi, et par manque de reconnaissance. Reconnaissance de cette société qu'ils existent parce qu'ils sont notre culture commune. Et ça vous révolte? Ah, complètement. Ah, complètement. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère exceptionnelle et c'est elle qui m'a donné la force et l'envie d'aller travailler auprès des personnes âgées pour ce qu'elle m'a transmis. Et je viens du Jura. Et dans le Jura, eh bien, quand une personne âgée n'allait pas bien dans un petit village, eh bien, le voisin s'en occupait. Il allait voir pourquoi les volets n'étaient pas ouverts. Et puis, s'il allait pas bien, on allait lui chercher son pain, on allait lui chercher son journal. C'était de la solidarité. Or, aujourd'hui, eh ben, elle n'existe plus parce qu'on n'arrive plus à mettre tout ça en place. Alors, Pascal Chambert, vous dites en France, on n'aime pas les vieux. Pourquoi? Oui, la société française n'aime pas les vieux. Chaque famille aime son vieux ou sa vieille. Mais la société n'aime pas les vieux, parce que ce que dit Anne-Sophie Pelletier est exact. On ne s'occupe pas bien en France des personnes âgées. Elles ne sont pas accompagnées, entourées comme elles le devraient. Alors, je ne stigmatise pas les familles, mais les pouvoirs publics, parce que nous avons, depuis 20-30 ans, accumulé beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens, et nous ne sommes absolument pas à la hauteur. Anne-Sophie Pelletier, vous avez reçu il y a un peu plus d'un an pour une enquête sur les EHPAD. Sur les réseaux sociaux, votre témoignage avait bouleversé des millions de personnes. Voilà ce que vous disiez à ce moment-là. On a 42 résidents à coucher en 1 heure. Donc ce qui nous fait 3 minutes 41 par résident. Voilà, c'est une cadence. Imaginez-vous, dans 30 ans, 20 ans, dans 30 ans, avec une pathologie ou multipathologique. Vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. J'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Je vais vous jeter dans votre lit, hein. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. Alors, votre cri d'alarme, c'était sur les EHPAD, mais dans l'aide à domicile que vous connaissez bien aussi, puisque vous y avez travaillé 4 ans, la situation est-elle aussi dramatique? Alors la situation est peut-être, elle est différente en fait au domicile parce que on espère au domicile. Moi j'ai été frappée dans mon expérience, je l'écris dans le livre par exemple de ma première expérience où j'arrive chez une personne où je dois rester 3 heures sans aucune formation puisque je ne venais pas du tout du domaine social. Moi je venais de l'hôtellerie-restauration et où j'arrive et tout de suite on me demande sans aucune formation d'aider à une toilette et d'aider à manipuler un lève-malade. Et je pense que je veux penser à mes collègues d'aide à domicile qui sont aussi des grandes oubliées parce qu'elles ont un métier qui n'est pas forcément bien reconnu et qui arrivent aussi parfois sans formation chez des personnes âgées où on leur demande de faire tout un tas de tâches. Ce ne sont pas, et je le tiens à le dire, ce ne sont pas des femmes de ménage. Ce sont vraiment des femmes qui sont là pour les accompagnements de la vie quotidienne et qui ne font pas que du ménage, auxquelles on demande parfois, comme on me l'a demandé et comme je le décris dans le livre, eh bien d'accompagner à une toilette sans aucune formation. Et ça, c'est à mon avis de la maltraitance déjà pour ces femmes qui sont très dévouées et pour nos personnes âgées, parce qu'une personne âgée ne se manipule pas comme ça, juste parce qu'on est une femme et parce qu'on sait s'occuper des enfants, parce qu'on sait faire la cuisine, parce qu'on sait... voilà. Et ça, je pense, c'est ce qui m'a choquée, moi, dans ma première expérience au domicile. Non, Pascal Chambert, ces femmes, ces aides à domicile, elles sont des centaines de milliers à travailler au service des personnes âgées. On a même du mal à avoir les chiffres précis. Mais pourquoi on n'en parle jamais ? Parce que quand on parle d'aide aux personnes âgées, tout le monde, les Français, les responsables politiques, les médias, pensent établissement. Ce qui fait que les établissements sont très visibles et sont extrêmement stigmatisés. Le domicile est mythifié et il n'est pas vu. Et les situations du domicile sont des situations absolument intolérables, qu'on voit très bien dans votre reportage. Des gens qui sont isolés 23 heures ou 23h30 sur 24 par jour. 2, des salariés qui n'ont pas le temps
de faire les aides qu'elle devrait faire. On voit très bien cette dame qui dit « j'ai 30 minutes pour accompagner la dame dans sa toilette et son petit déjeuner ». Obligée de se chronométrer. Elle est chronométrée et elle est obligée de ne pas donner le petit déjeuner à la dame, juste de le lui poser, parce qu'elle a déjà débordé avec le temps de la toilette. Il faut savoir que cette dame sera probablement seule tout le reste de sa journée. Et puis, troisième élément, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le système d'aide aux personnes âgées français repose sur le fait qu'une grande partie des aides à domicile sont payées moins que le SMIC. Il faut bien savoir que tout le système ne repose que là-dessus. Mais pourquoi ? Et ça, c'est un propre scandale. Parce que tous les pouvoirs publics se satisfont de l'idée qu'il faut donner le moins possible de moyens pour les services d'aide à domicile et aussi pour les établissements, et qu'on ne peut pas fonctionner si les gens sont payés au SMIC. Donc beaucoup ne sont pas payés au SMIC, et il faut savoir que l'État et les départements, pour la plupart d'entre eux, organisent un système de sous-formation des salariés. On voit d'ailleurs, vous, par exemple, en tant que dirigeant d'association d'aide à domicile, c'est ce que vous êtes obligé de faire? Moi, je dirige des associations et des services publics. 80% du secteur est un secteur qui est géré par des associations et des services publics, 20% par des entreprises. Eh bien, aucun de nous ne peut traiter correctement les salariés parce que les moyens ne nous sont pas donnés. Ayez juste en tête un élément. Une grande partie des salariés qui ne gagnent pas le SMIC parce qu'ils sont à temps partiel contraint. Une organisation syndicale avec les employeurs de l'aide à domicile avait, il y a peu de temps, convenu d'une augmentation très minimum, 0,40%. Eh bien, il faut savoir que l'État a refusé cette augmentation en indiquant que ça coûterait trop cher. Donc on voit bien que c'est tout le système qui dysfonctionne. On le voit ce soir avec l'aide à domicile, mais vous l'avez dit en établissement aussi. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des organisations syndicales, soutenues par l'association des directeurs que je préside, ont fait grève l'an dernier, ce qui a donné lieu au grand débat actuellement en cours et dont on espère qu'il va déboucher sur une vraie mobilisation dont on va en parler. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand même impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler des ronds-points et des gilets jaunes, et c'est quand même impressionnant de voir le nombre de femmes aides à domicile auxiliaires de vie, parce qu'il y a aussi quelque chose que l'on ne dit pas, c'est que souvent, ces femmes, dans certaines associations, utilisent leur véhicule personnel. Et quand on voit comment est remboursé le kilomètre à 0,35 centimes de kilomètre, on peut comprendre que l'augmentation du prix de l'essence, qui est une subsistance pour elles, pour aller travailler, c'est une préoccupation majeure. Eh bien aujourd'hui, on les retrouve, ces femmes, sur des ronds-points. Et moi, je me réjouis de voir aujourd'hui toutes ces paroles des femmes oubliées qui sont, et moi je pense que ça tient, M. Chanvert, parce que ça ne tient que par le dévouement. Comment expliquer justement que ce soit toujours des femmes sans formation qui occupent ces fonctions? Eh bien, ça, je pense que c'est parce qu'aussi, notre société actuelle, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des femmes, nous savons nous occuper des enfants, nous savons nous faire à manger, nous savons faire les courses, nous savons faire le ménage. Et je pense qu'à partir du moment où nous sommes des femmes, la conscience collective dit elles sauront s'occuper des personnes âgées. Il y a très peu d'hommes au domicile. Très peu d'hommes, et il y en a aussi très peu. Et je pense sincèrement que c'est cette conscience, cette culture qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes qui sont dans ces métiers-là. Alors donc, on évoquait tout à l'heure ces aides à domicile débordées, obligées de se chronométrer. Oui. Quelles conséquences qui portent la culpabilité pour les personnes âgées? Il faut bien se dire, excusez-moi, je vous ai coupé, Virna, mais qui porte cette culpabilité, parce que quand on voit cette dame qui dit « je vais être obligée de lui retirer l'assiette » au bout d'une demi-heure, elle est pas bien derrière l'aide à domicile, l'auxiliaire de vie. Mais on n'est pas bien. Vous avez connu ça quand vous étiez aide à domicile? Mais ça, je l'ai connu parce que j'avais une dame qui était alitée 365 jours sur 365. J'avais une demi-heure le matin pour lui donner son petit déjeuner. J'avais 1 heure le midi pour son déjeuner. Et j'avais une demi-heure le soir. Et tout est chronométré. Donc ça veut dire que si elle n'a pas terminé de déjeuner, quand moi je dois partir, parce que dans un quart d'heure j'ai une autre intervention, elle ne pourra pas finir de déjeuner. Et c'est pas ce que je voulais. Bien sûr que non, c'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce que je veux pour nos aînés, parce que c'est nous demain. Hein. Ce sont nous les aînés de demain. Bien sûr. Et alors, quelles conséquences ça a sur la santé de ces personnes âgées? Et les personnes âgées sont mal accompagnées à domicile. On voit le monsieur qui pleure. En fait, ce monsieur, il a besoin d'un soutien.
Il a besoin sans doute d'un soutien psychologique. Il y a très peu de psychologues qui interviennent auprès des personnes âgées à domicile, très peu aussi en établissement. Il a besoin qu'on l'aide à sortir. Il aurait besoin qu'entre, par exemple, 14h et 17h, à un moment où les aides à domicile ont moins de travail, eh bien, s'il y avait des moyens qui soient donnés aux services qui l'accompagnent, on pourrait rémunérer ces aides à domicile pour que ce monsieur puisse aller voir des amis, aller au théâtre, au cinéma, aller se promener. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas ces moyens, parce que les pouvoirs publics ne les donnent pas, que ce soit l'État ou les départements, eh bien, on se contente de s'assurer que la personne est propre, qu'elle mange et qu'elle est couchée pour dormir. Et dans les faits, elle se trouve enfermée chez elle. Et dans les faits, pour beaucoup de personnes, quand la famille n'est pas présente, est loin, ou comme dans le cas de ce monsieur, quand il n'y a pas de famille, eh bien, on a des gens qui restent totalement isolés. Et ça, c'est totalement inacceptable. On a une aide à domicile qui nous dit, dans l'enquête, on fait de la maltraitance. Vous partagez ce point de vue, Anne-Sophie Pelletier? C'est sûr qu'on fait de la maltraitance. À partir du moment où on ne fait pas son travail correctement, on fait de la maltraitance. Mais c'est de la maltraitance institutionnalisée pour moi. Aucun soignant ne fait de la maltraitance parce qu'il frappe ou des choses comme ça. Non, moi, je pourrais jamais imaginer qu'un soignant soit comme ça. Cette maltraitance, elle est organisée. On s'habitue à une forme d'habitude, justement, et c'est tout un système qui est à repenser. Et je vais vous dire aussi pourquoi, parce que c'est là où je vais être un petit peu différente de M. Chanvert, c'est que ce week-end, je rencontre une aide à domicile. Je ne dirai pas pour quelle association elle travaille. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines associations, je ne dis pas toutes, mais au moins celles pour laquelle elle travaille, facturent 1 heure de présentiel de cette aide à domicile. Par contre, l'aide à domicile est payée sur 55 minutes. Parce que l'association considère que les 5 minutes entre les 55 et les 60, c'est du temps de courtoisie. Eh bien ça, pour moi, c'est du travail invisible. Mais ça du temps de courtoisie, c'est-à-dire le temps de dire bonjour, le temps de dire au revoir. Eh bien, elle n'est pas payée pendant ces 5 minutes. On appelle ça du temps de courtoisie et ça n'est pas pris en charge. La personne âgée paye 1 heure. Elle est payée sur 55 minutes. Ça, c'est du travail invisible qui, pour cette association-là, considère que c'est pas du travail. Vous avez déjà entendu parler de ça? J'ai pas de raison de remettre en doute ce qui vient d'être dit. Je n'en sais rien, il faudrait voir la situation très précise. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le ministère a fait une enquête de coûts pour voir combien il faudrait de moyens pour avoir 1 heure d'aide à domicile correctement faite. Le ministère dit c'est 24 € de l'heure. 1 heure passée au domicile d'une personne, ça coûte 24 €. Aujourd'hui, la plupart des départements qui tarifient les services d'aide à domicile les tarifient à moins de 20 €. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va au domicile d'une personne, on perd au fond 4 €. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de faire correctement notre travail. Donc, ce que dit Anne-Sophie Pelletier sur la culpabilité des salariés, nous la vivons tous, mais tout autant les dirigeants. Et le problème majeur, c'est de faire entendre au pouvoir public qu'il faut que cela cesse. Et cela peut cesser de façon assez simple, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'on donne les moyens pour accompagner nos personnes âgées. Sinon, il y aura de plus en plus de mécontentement et de plus en plus de reportages comme le vôtre. Mais alors, je pense qu'une voie s'ouvre aujourd'hui. Nous verrons. Si on donne des moyens aussi, ça veut dire que derrière, on va aussi pouvoir former plus de personnel, qu'il va y avoir une meilleure revalorisation des salaires. Et au final, on est là pourquoi? Parce que M. Chanvert et moi, finalement, on est là aussi dans un même but. Vous avez les mêmes préoccupations, bien sûr. L'intérêt de nos personnes âgées et l'intérêt des personnes qui travaillent aussi bien à domicile qu'en établissement. On consacre aujourd'hui 25 milliards d'euros aux personnes âgées. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Je suis pas sûr. Il faudrait voir ce qu'on indique dans ces moyens, parce que notamment dans cette enveloppe, il y a tout ce à quoi les personnes âgées ont droit quand elles se soignent, qu'elles aient un cancer ou une grippe. Quand une personne âgée se soigne, elle a les mêmes droits que quelqu'un de 50, de 40 ou de 7 ans. Donc, l'aide aux personnes âgées aujourd'hui en France, ça représente une part extrêmement faible du PNB, et la France est un des pays développés qui consacre une part la plus faible de sa richesse nationale aux personnes âgées. Donc ça, il faut qu'on rattrape ce retard français. L'an dernier, je l'ai indiqué, nous avons fait une grève avec l'ensemble des organisations syndicales en établissement comme à domicile. Ça a débouché sur une consultation qui a été organisée par le président de la République et la ministre Agnès Buzyn, dont on va avoir les résultats là dans très peu de temps. Et d'ailleurs, ça a beaucoup mobilisé, puisque je crois que plus de 400 000 personnes ont répondu, ont formulé des propositions sur les réseaux sociaux. Ce qui montre que c'était tout à fait ce qu'il faut faire.
Maintenant, ce que nous attendons, c'est que le président nous a entendus pour mettre en place une consultation. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait des solutions. Parce qu'il ne vous a pas échappé, Anne-Sophie Pelletier y a fait allusion, qu'il y a eu d'autres manifestations d'un autre ordre depuis, les Gilets jaunes, et que donc le président a utilisé la même démarche, c'est de dire « je fais un grand débat, je vais écouter les Français ». On voit bien donc que ce qu'il a mis en place l'an dernier en matière d'aide aux personnes âgées, ça va être un test par rapport au grand débat national. Parce que si du débat autour des personnes âgées sort 3 petites mesures pour dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans, ça voudrait dire que le gouvernement ne nous a pas entendus. Mais en même temps si au contraire, ça aboutit. Si au contraire ça aboutit à quelque chose, alors là nous le dirons. Et nous dirons, effectivement, nous avons été entendus par les pouvoirs publics et ça peut être de bon augure pour le grand débat national. Sinon, nous serons extrêmement inquiets. Monsieur Chambert, je ne vais pas vous rassurer, mais avant-hier, M. Macron disait que pour faire du social, on est obligé de faire des économies. Alors, c'est mal barré. Depuis la canicule de 2003 et ses 15 000 morts, il y a eu énormément de gouvernements qui se sont succédés avec chacun des grands plans vieillesse et pourtant, ça n'a jamais fonctionné. Non, parce que les moyens n'ont jamais été mis sur la table et à chaque fois qu'il y a eu des moyens mis sur la table, ils ont servi essentiellement à compenser l'augmentation du nombre de personnes âgées. Donc, c'est bien ça le fond du problème. C'est que les départements et l'État ont raison de dire qu'ils n'ont jamais dépensé autant d'argent en matière d'aide aux personnes âgées. Mais le problème, c'est que c'est parce qu'il n'y a jamais eu autant d'aide, autant de personnes âgées. Puis deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas voir en économie uniquement la dépense, mais il faut voir la recette. Si on dépense de l'argent pour aider les personnes âgées, c'est qu'on emploie des centaines de milliers de salariés. Et ce que nous disons à l'ADEPA, c'est qu'augmenter les aides aux personnes âgées, c'est une exigence éthique, aider nos aînés, mais c'est aussi une exigence économique parce que c'est créer des centaines de milliers d'emplois. Anne-Sophie Pelletier, on l'a dit, cette grande consultation nationale doit aboutir à un projet de loi. Vous y croyez? Mais bien sûr que j'ai envie d'y croire. Sinon, Pascal et moi, on ne serait pas là. Vous en espérez quoi? J'en espère de la reconnaissance de nos aînés. Je ne veux plus que l'État ne remplisse pas son devoir face à ses aînés. Je ne veux plus de ça. Et je veux aussi que les soignants ne portent plus cette culpabilité dont je parlais tout à l'heure, de mal faire leur travail parce que ce sont les prescriptions de travail qui sont maltraitantes. Je ne veux plus que les familles se sentent coupables aussi. Je ne veux plus que les aidants familiaux s'épuisent. Je voudrais simplement qu'on vive dans une société, alors je suis peut-être très utopiste, mais c'est ce qui permet d'avoir de l'espoir. J'ai envie de vivre dans une société où nos aînés sont bien traités, où nos aînés sont aimés, et que vous soyez, que vous soyez âgé, malade ou en situation de handicap, vous n'êtes jamais exempt d'être pris en soin dans toute la dignité qui vous est due et avec des soignants reconnus. Merci beaucoup, Anne-Sophie Pelletier, Pascal Chambert, d'être venus sur ce plateau ce soir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête de pièces à conviction et je vous souhaite une très belle fin de soirée.